La civilisation moderne que nous connaissons aujourd'hui, au départ essentiellement occidentale, serait en plein déclin et verrait son avenir de plus en plus compromis. Pourtant, si on veut vraiment comprendre le sens de notre époque, il s'agit de considérer que nous sommes en train de sortir du champ terrestre, physiquement et aussi par le savoir. Que faut-il entendre par là? Nous allons mettre en lumière l'opposition entre ce que nous appellerons savoir interne et savoir externe. La civilisation occidentale a basculé d'un temps où le savoir interne dominait à notre époque moderne où le savoir externe est devenu prépondérant. Comment envisager le futur de l'Occident à partir de ce constat? Depuis plus d'un demi-siècle, on assiste à une sortie physique du champ terrestre, avec de nombreux satellites orbitant autour de la Terre et des astronautes qui ont foulé le sol lunaire. Mais comment comprendre une sortie par le savoir? Il y a, d'une part, un savoir interne spécifique au champ terrestre que l'humain trouve dans la nature depuis la nuit des temps. D'autre part, il y a aussi un savoir externe, plus récent et rationnel apporté par la science moderne. Il repose sur des lois universelles comme la gravitation, qui ont cours sur Terre, mais aussi dans le reste du cosmos. C'est dans cela que l'on peut affirmer que la science et ses lois sont externes à une nature spécifiquement terrestre. Mais c'est là que l'on peut dire aussi que la civilisation occidentale n'a cessé de transformer du savoir interne en savoir externe. Juste un exemple, et ils sont légion. Autrefois, on guérissait empiriquement par les vertus de plantes que l'on trouvait dans la nature. Aujourd'hui, on utilise des composés chimiques dont on connaît les formules et les principes actifs de manière scientifique. On assiste donc avec le monde moderne à un basculement où beaucoup de savoir interne a été ou sera remplacé par une majorité de savoir externe, donc à une sortie du champ terrestre par le savoir. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment ce basculement s'est opéré et quelles en ont été les principales étapes. Mais avant, revenons un instant sur les notions de savoir interne et de savoir externe. Au-delà de l'opposition entre médecine traditionnelle et médecine moderne, voici brièvement quelques autres exemples. Les élevages de vers à soie, permettant d'obtenir la soie nécessaire pour faire principalement des bas, ont presque disparu avec l'arrivée des bas en nylon venus des États-Unis. Le savoir interne des élevages a été remplacé par le savoir externe nécessaire pour la production de nylon avec des processus industriels. L'utilisation du latex provenant d'arbres à caoutchouc a été en partie remplacée par du caoutchouc synthétique, par exemple pour la fabrication des pneus dans le secteur automobile. On utilise encore le latex pour des emplois spécifiques, comme les gants de chirurgien. Traditionnellement, en Chine puis dans tout l'Extrême-Orient, la laque utilisée comme vernis ou colle provenait directement d'arbres à laque. Aujourd'hui, sauf pour l'artisanat, on utilise des laques synthétiques bien plus performantes. Il n'y a pas si longtemps, on écrivait encore à la plume d'oie. L'encre pouvait provenir de cendres naturelles. Enfin, le parchemin qui provenait de peau animale a été remplacé par du papier produit dans des usines traitant de la pâte à papier industrielle. L'argent que l'on pouvait s'échanger pour le commerce avait une origine bien terrestre, elle aussi, comme l'or et les pierres précieuses. Maintenant, avec le système bancaire, ses transferts informatisés et ses cartes de crédit, on est confronté à des flux financiers dématérialisés. En quelques années, 2 siècles tout au plus, beaucoup de savoir interne a été remplacé par du savoir externe. Nous avons quitté des modes de vie où l'humain, par son savoir, apportait seulement un peu de valeur ajoutée à des produits présents dans son environnement. Désormais, les ressources dites naturelles constituent seulement une petite partie de longues chaînes de production scientifique et industrielle, où la valeur ajoutée humaine est devenue déterminante. Que peut-on dire en général du savoir interne et du savoir externe? Le savoir que l'on trouve dans la nature est spécifique à chaque espèce animale ou végétale. Les lois de la physique et les principes mathématiques sont universels. Le savoir interne est concret, tangible, on peut l'appréhender par les sens, comme la vue ou l'odorat. Le savoir externe est abstrait, comme en mathématiques. Le savoir interne est implicite, parfois même mystérieux. Pourquoi un champignon est-il vénéneux? Avec la chimie organique, on peut trouver des réponses explicites. Le savoir interne reste souvent intuitif, provenant d'une connaissance immédiate et directe, alors que le savoir externe sera analytique, comme une démonstration en géométrie. Le savoir interne est qualitatif. Il désigne ce qui se rapporte à la nature,
aux propriétés ou à la valeur de quelque chose, plutôt qu'à des quantités mesurables. Le savoir interne est plutôt empirique, fondé sur l'expérience, l'observation et la pratique, et non pas l'analyse ou la logique scientifique du savoir externe. Le savoir interne s'appuie habituellement sur un ressenti personnel, subjectif, plutôt que de représenter une réalité universelle, objective ou des faits vérifiables. Enfin, le savoir interne est communément naturel et non pas artificiel comme le savoir externe. On retrouve l'exemple des bas de soie ou en nylon et celui d'habits en coton ou en polyester. D'autres qualificatifs pourraient s'appliquer, ce sont là les principaux. Notons que le savoir interne ou externe n'épouse pas nécessairement toutes ces caractéristiques en même temps, et que le plus souvent, savoir interne ou externe sont mélangés ou juxtaposés, rarement exclusivement l'un ou l'autre, ce qui offre une infinie variété de savoirs possibles. En plus de la notion de savoir interne et de savoir externe, il est également possible de se référer à un point de vue interne et un point de vue externe. Jusqu'au temps de la Renaissance vers l'année 1500, la Terre était considérée comme se trouvant au centre de l'univers, avec le Soleil, la Lune et les planètes tournant autour d'elle. Clairement, nous regardions le monde d'un point de vue interne, au champ terrestre. Copernic proposa alors que le Soleil fût au centre de l'univers, avec les planètes, Terre comprises, orbitant autour de lui. Ce faisant, il adopta une perspective externe au champ terrestre, visualisant la Terre tournant dans l'espace autour du Soleil avec les autres planètes du système solaire. Ce retournement de point de vue copernicien allait conditionner tous les progrès de la physique, de Galilée à Newton, jusqu'à l'essor de la science moderne. Nous allons maintenant croiser savoir interne et externe avec perspective interne et externe. Il y a d'abord les mythes et les religions qui tiennent d'un savoir interne perçu dans une perspective interne au champ terrestre. Il y a, bien sûr, la mythologie grecque et celle d'Asie avec leur panthéon de divinités issues des grandes spiritualités venues d'Inde et de Chine. La tradition judéo-chrétienne, enracinée dans le champ terrestre, appartient principalement au même cadran. La philosophie grecque tient, elle aussi, d'une perspective interne. Pour Aristote, le monde est clos, mais il pose des questions qui ont trait à la physique, au savoir externe, comme pourquoi les objets lourds tournent-ils vers le bas? La pensée aristotélicienne, encore en vigueur au Moyen Âge, conserve une valeur historique aujourd'hui. Nous verrons que d'autres disciplines au cours des siècles ont également su générer du savoir externe, même dans une perspective interne, ce qui explique le petit plus sur le schéma. Aujourd'hui, les sciences dites exactes, comme la physique et la chimie, utilisent le plus souvent un langage mathématique abstrait et sophistiqué pour décrire les lois de la nature. Là, nous sommes toujours avec du savoir externe, fondamental et universel, même si cette fois nous nous trouvons pleinement dans la perspective externe des sciences. Mais même dans une perspective scientifique externe, il est possible de s'intéresser au savoir interne, quoique cela puisse paraître a priori paradoxal et interroge. Nous allons maintenant répondre à ce point d'interrogation en introduisant ce que nous appellerons la pensée haute. La pensée haute est surtout philosophique et vient s'inscrire au confluent de plusieurs disciplines. Commençons avec le structuralisme, qui s'articule, comme son nom l'indique, autour de la notion de structure. Les liens entre éléments d'un ensemble sont plus importants que les éléments eux-mêmes, le tout selon une vision globale. On pourrait présenter de manière assez proche la notion de système, qui entend s'appliquer de manière universelle à pratiquement tous les domaines. Beaucoup de scientifiques vont récuser les prétentions à l'universalité de ces concepts, qu'il s'agisse de structure ou de système, en alléguant qu'ils n'apportent par eux-mêmes rien de fondamental que l'on ne sache déjà. Parmi les philosophes qui ont travaillé sur ces questions, Edgar Morin a contribué au débat avec sa méthode et sa pensée complexe. Cette dernière vise à comprendre les phénomènes dans leur interdépendance, refusant les simplifications réductrices et s'efforçant de relier le tout et les parties. Plusieurs scientifiques de renom ont philosophé autour de l'idée de système et celle de complexité. Parmi eux, il y a Prigogine, Francisco Varela, Stuart Kauffman, Gregory Bateson. La pensée haute inclut la notion de paradigme, popularisée par Thomas Kuhn. Qualitative et même intuitive, elle est pourtant fondamentale pour les sciences exactes avec leurs équations. Par ailleurs, la science comprend de nombreuses inconnues. L'électronique et l'informatique mondiale reposent sur la mécanique quantique, une théorie physique qui marche parfaitement, mais que l'on peine encore à comprendre un siècle après sa formulation.
La matière connue correspond seulement à 5% des constituants de l'univers, le reste étant de la matière noire et de l'énergie noire, dont la nature est inconnue à ce jour. L'intelligence artificielle, en dépit de tous ses succès, reste une boîte noire dont on ne comprend pas le fonctionnement réel. Plus elle avance et plus la science dévoile de nouveaux abîmes qui restent, en partie du moins, mystérieux, et à ce titre viennent nourrir la pensée haute. Définir cette pensée haute est l'un des buts de cette présentation, qui elle-même s'inscrit dans cette pensée. La pensée haute correspond bien à du savoir interne pris dans une perspective externe. Les notions de structure et de système que nous venons de voir sont qualitatives et pourtant associées à une perspective externe, ne serait-ce que par leur volonté d'universalité, tout comme les concepts et les lois scientifiques. Cela diffère fondamentalement d'une perspective interne, avec beaucoup de savoir interne et seulement un peu de savoir externe. Puis on bascule dans une perspective externe où pensée haute et sciences exactes deviennent prépondérantes et complémentaires. La pensée haute ne devient effective que dans ce cadre-là. Le principe d'un basculement complet, qui implique les 4 cadrans de ce diagramme, n'a pourtant pas été suivi jusqu'à présent par l'Occident. Ce dernier a préféré, historiquement parlant, un basculement partiel, où l'on passe directement d'un savoir interne pris dans une perspective interne à un savoir externe pris dans une perspective externe. Notons que les sciences sociales ou sciences humaines sont à cheval entre ces deux opposés. Elles touchent trop à l'humain pour être des sciences exactes, mais leurs approches sont trop rationnelles pour appartenir au monde des mythes et des religions. Ce basculement partiel dont nous parlons ne s'est pas fait en une fois, mais par étapes. Nous sommes partis d'une majorité de savoir interne selon une perspective interne. Ce fut le cas de l'Europe au Moyen Âge, jusqu'au tournant de la Renaissance, partie d'Italie, vers l'an 1500. Un tournant accompagné d'un retournement copernicien, comme nous l'avons vu. Ce retournement, ainsi qu'un renouveau des arts et des techniques, marqua les débuts de la période moderne dont nous sommes les héritiers, avec aujourd'hui l'omniprésence d'un savoir externe compris dans une perspective scientifique externe. Notons que dans les schémas qui vont suivre, l'épaisseur des traits montre la part relative de savoir interne ou externe. L'une des plus importantes transformations de la Renaissance fut l'avènement de la réforme protestante, qui allait très vite prendre le tournant de la Renaissance. Le christianisme traditionnel a connu alors un important mouvement de rationalisation, déclenchant des guerres meurtrières avec les catholiques restés fidèles à l'Église de Rome et à une perspective résolument interne. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'avec le protestantisme, perspectives internes et externes vont cohabiter, comme dans de nombreux autres domaines dans les siècles qui suivront. Toutefois, dans la foi protestante, savoir interne et perspectives internes vont largement continuer de dominer. L'Occident a pris un essor sans précédent au cours des 500 dernières années. Convertissant savoir interne en savoir externe, il a ainsi grandement contribué à une extraction du champ terrestre par le savoir. Ce processus est celui d'une destruction créatrice sur tous les plans, scientifiques, économiques et sociaux, qui n'est pas sans rappeler la théorie de l'économiste autrichien Schumpeter, contemporain de la première moitié du XXe siècle. Voici un exemple emblématique de destruction créatrice comme nous l'entendons ici, le procès de Galilée. Ce dernier mit sur la place publique l'idée que la Terre n'était pas au centre du monde, contre l'avis de l'Église et de la papauté. Pourtant, en détruisant une idée acquise, il a ouvert la voie à Kepler, Newton et d'autres innovateurs qui ont su créer la physique et l'astronomie moderne. Autre exemple plus proche de nous, les classifications empiriques des espèces vivantes dans la nature terrestre, savoir interne, sont maintenant déterminées par l'ADN de ces mêmes espèces, savoir externe. Nos connaissances du vivant ont été bouleversées par la biologie moléculaire. Ajoutons que l'essor de la science s'est accompagné de celui de la philosophie moderne, avec en particulier Descartes, philosophe et homme de science, et sa pensée cartésienne, dont la logique fait la part belle à une perspective externe. D'une manière plus générale, la flèche bleue pointe vers un idéalisme et une pensée abstraite que l'on trouve en Europe continentale, alors que la flèche jaune, or, dépeint un pragmatisme anglo-saxon tourné vers une pensée concrète dont les Américains sont les héritiers.
Les États-Unis ont été plus loin que l'Europe dans le processus de transformation par l'Occident du savoir interne en savoir externe. Dans la culture américaine, le savoir externe est plus prégnant que le savoir interne. Il y a au moins 4 raisons principales à cela. D'abord, le déracinement des populations venues d'Europe et d'ailleurs, qui ont été comme arrachées à la terre. Ensuite, l'Amérique, en colonie britannique puis en tant que nation indépendante, s'est formée après le tournant de la Renaissance, entrant directement dans un processus de modernité. Même chose pour la culture protestante, dominante dans les fondements de l'histoire américaine, qui porte en germe une perspective externe, nous l'avons vu. Enfin, l'État américain a été fondé avec les débuts de la révolution industrielle. De son côté, l'Europe, avec son histoire et ses cultures millénaires, résiste encore au basculement américain. L'Allemagne et l'Europe du Nord, de culture protestante, sont plus proches du point de bascule que la France et l'Europe du Sud, de culture catholique. Un basculement général ne pourra advenir qu'au niveau européen, avec l'émergence d'une culture qui lui soit propre. Un tel basculement potentiel ne se limitera pas à l'Europe, il est inhérent au capitalisme moderne. Le monde, désormais largement informatisé, est en train de se transformer quoi qu'il arrive. IBM, en tant que géant de l'informatique, n'avait pas encore tout à fait franchi le pas. À partir des années 1970, la révolution de l'informatique personnelle a entraîné l'émergence d'un tout nouveau secteur. La culture des startups, née dans la Silicon Valley, berceau d'Apple et autres entreprises devenues des géants de la tech, s'est déjà répandue à travers la planète. Avec la déconstruction déjà très engagée des valeurs occidentales, ce sont toutes les racines chrétiennes et les traditions qui ont fait l'Occident qui partent à volo. Face à l'abandon des pratiques religieuses chrétiennes, la société devient toujours plus séculière et pour beaucoup de gens dénuée de sens. Certains voient dans le wokisme le stade ultime d'une tradition occidentale en train de se déliter, d'autres les débuts d'un nouveau courant de civilisation en devenir. Quoi qu'il en soit, la cause profonde de cette situation, la perte des repères, provient d'un savoir interne venant à manquer. Et en même temps, le processus classique de transformation du savoir interne en savoir externe est en train de se tarir, lui aussi. La nature a horreur du vide, disaient les savants avant que l'on comprenne la notion de pression et ses mécanismes, un vide que la dissolution des valeurs occidentales est en train de laisser béant, et qu'un islam conquérant se propose de remplir. Après tout, pourquoi pas? On pourrait voir là une nouvelle source de savoir interne pour alimenter le processus de transformation en savoir externe qui a tant réussi en Occident. Mais l'islam, pour diverses raisons, à part pour des périodes intermittentes d'ouverture et d'avancée scientifique, n'a jamais vraiment adopté l'esprit de la Renaissance et son potentiel de modernité. Et là où ce fut le cas, il aura fallu attendre le cours du XIXe siècle. Encore aujourd'hui, l'islam n'est pas réellement miscible avec la culture occidentale, qui lui reste fondamentalement dissemblable. Certains mouvements islamistes politisés peuvent même conduire au totalitarisme, comme l'Iran des mollahs. Il y a là un problème auquel les nations européennes, avec leur importante population musulmane, sont directement confrontées et que les États-Unis, au-delà du terrorisme, commencent tout juste à entrevoir. Les conditions sont maintenant réunies pour que s'opère un nouveau basculement, complet ou presque, d'une perspective interne vers une perspective externe. Partant d'une perspective interne, c'est le savoir interne qui domine avec mythe et religion. Il y a aussi une part de savoir externe, minoritaire, qui s'est développée avec la philosophie grecque, toujours selon une perspective interne. Il ne faut pas oublier non plus les grands théologiens et philosophes chrétiens, tels saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. On ajoutera également l'âge d'or des Abbassides à Bagdad et le temps des cathédrales en Europe, qui eux aussi ont su créer du savoir externe dans une perspective religieuse interne. Sans oublier les astronomes de l'Antiquité, tous ont vu un monde limité par la voûte céleste. Puis, l'on observe un basculement dans le cosmos selon une perspective scientifique externe, où le savoir externe domine aujourd'hui avec les sciences exactes, sans négliger l'apport fondamental de la pensée haute, porteuse de savoir interne, tout en adoptant une perspective externe. Cette nouvelle source de savoir interne, nous n'allons donc pas la trouver dans une perspective interne, comme avant,
mais cette fois dans une perspective scientifique externe. Pour Copernic, affirmer que la Terre et les autres planètes alors connues tournent autour du Soleil fut un pas de géant. Aujourd'hui, nous savons que le Soleil n'est plus le centre du monde, juste une étoile perdue dans un bras de notre galaxie. Nous savons aussi que notre Terre n'est qu'une planète parmi tant d'autres orbitant autour d'étoiles lointaines que l'on appelle des exoplanètes. La NASA en compte 300 millions d'habitables, rien que dans notre galaxie. Des formes de vie seraient même possibles. Le savoir interne que l'on trouve dans la nature est ainsi plus limité à notre environnement terrestre et peut se trouver ailleurs dans le cosmos. Déjà, les spécialistes scrutent les ressources internes de la Lune et de Mars, comme de l'eau, dans le but d'y établir des stations habitées. La notion de savoir interne doit donc être considérée dans une perspective externe au champ terrestre, celle de la pensée haute. On assiste bel et bien à un nouveau basculement, après celui de Copernic à la Renaissance. Ce savoir interne renouvelé est essentiellement conceptuel et qualitatif, mais revêt un caractère scientifique dans une perspective externe. Les notions très générales de système et de complexité en font partie. Nous ne devons pas négliger ce nouveau savoir interne, ni les questions qu'il soulève, ni même ses mystères, qui doivent désormais faire partie intégrale du processus de recherche scientifique et de l'évolution de la société en général. À n'en pas douter, la pensée haute constituera une source de croissance économique et scientifique incontournable, ainsi que les fondements d'une nouvelle culture mondialisée. Nous allons pouvoir continuer notre ascension hors du champ terrestre en transformant le nouveau savoir interne en savoir externe avec un processus inédit de transformation du savoir à développer. Une perspective externe planétaire ne nous empêche pas de conserver une perspective interne en héritage, une perspective interne qui devient un support, un refuge à ne pas négliger. Nous souhaitons encore tous pouvoir profiter d'un petit coin de terre pour nous ressourcer. Chacun a besoin de sa culture, qu'elle soit chrétienne, juive, islamique ou simplement nationale. Et de grâce, n'épuisons pas les dernières ressources d'un savoir interne qui a nourri toutes les traditions. Avec le mécanisme classique de transformation du savoir interne en savoir externe qui arrive à son terme, il n'y a plus d'enjeu. Les débats interculturels peuvent continuer, mais ils se doivent d'être dépassionnés. Les totalitarismes n'ont plus lieu d'être, et de la pensée haute pourront émerger de nouveaux systèmes de gouvernement qui dépasseront les pyramides du savoir et du pouvoir auxquels nous sommes habitués. À l'heure de l'intelligence artificielle, quand les machines font pour nous ce que nous appelions penser, la pensée haute n'est pas un luxe, mais une nécessité. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. Toutes ces problématiques sont complexes et ne voyez là qu'une brève introduction à un sujet très large restant à explorer.